Catherine Ries. Bonjour. Bonjour. Catherine, vous êtes professeure d'économie et vous êtes présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie depuis août 2021. En 2015, vous avez créé puis dirigé pendant 5 ans l'IUT, l'Institut universitaire de technologie. Vous avez également porté la création du pôle Pépite pour l'entrepreneuriat étudiant, le rapprochement et les partenariats avec les entreprises privées du territoire. Vos recherches portent sur l'économie du développement, l'économie du travail et de l'éducation, et en particulier l'évaluation des politiques publiques en matière de réduction des inégalités. Au moment où l'on se parle, cela fait déjà presque 2 mois que les événements ont débuté, faisant 9 victimes, des centaines de blessés, laissant une économie massacrée. L'université a réouvert depuis peu. Comment se passent les choses ici? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Et selon vous, quel doit être le rôle de l'UNC au milieu de ce chaos? Beaucoup de questions. Sur l'état d'esprit ici, peut-être de façon générale à l'université, donc les étudiants sont de retour déjà un petit peu depuis la semaine dernière et pour la reprise des enseignements cette semaine. Les étudiants étaient contents de revenir, ceux qui ont pu le faire évidemment, puisqu'on est quand même encore dans une situation toute particulière, puisque les transports en commun n'ont pas repris et donc de nombreux étudiants sont privés de moyens de transport pour venir sur le campus. Mais ce que j'ai pu voir sur ceux qui ont pu venir, ils étaient évidemment contents de se retrouver les uns les autres, de pouvoir se remettre dans un cadre de travail, de retrouver leur université, les lieux où ils avaient passé du temps, où ils aimaient se retrouver et de pouvoir se projeter, se concentrer un peu. Je pense qu'on a tous eu besoin de ça à un moment, de se dire, bon là maintenant, passer la sidération, la colère, la tristesse, etc., se remettre dans l'action, parce que ça nous aide aussi à surmonter ce qui se passe en ce moment et certaines façons peut-être se sentir utile. Donc c'est plutôt, évidemment pour ceux qui ont pu venir, c'est plutôt positif, c'est plutôt satisfaisant, de la même façon pour les enseignants. On est quand même sur une période de fin de semestre, donc il y a peu de cours en présentiel, et puis tous les cours sont comodales, c'est-à-dire que les étudiants peuvent les suivre également à distance. Donc pour ceux qui ont des difficultés de transport, ils ont fait le choix de ne pas revenir sur le campus. Voilà, le campus reste un lieu ouvert, ouvert bien sûr à nos étudiants, mais ouvert au grand public. C'est un lieu d'échange, de rencontres, de connaissances. La bibliothèque universitaire, qui est une bibliothèque publique également, est réouverte depuis 2 semaines maintenant. Voilà, donc ça c'est pour comment on sent les choses ici de façon générale par rapport au retour des étudiants. Les autres questions, j'ai oublié ce que c'était. Donc aujourd'hui, j'imagine qu'il est compliqué pour vous de se projeter. L'université fonctionne au jour le jour aujourd'hui. Comment ça se passe? Oui, alors on est bien obligé de prendre des décisions, même dans un contexte de grande incertitude. Les décisions doivent être prises. La décision de réouvrir le campus, malgré les difficultés qu'on connaissait des étudiants à pouvoir le rejoindre, a été prise. On a besoin de se projeter, on s'est projeté jusqu'à la fin de l'année en imaginant que la situation le permette et que les cours puissent reprendre avec un décalage du calendrier et puis une année qui en aucun cas sera une année blanche pour les étudiants. Avec d'une façon ou d'une autre la possibilité de pouvoir délivrer les enseignements, de pouvoir faire les programmes, ce qu'on pourra faire, et de pouvoir faire les évaluations. Donc on a besoin de ça, on a besoin aussi d'offrir des perspectives, même si c'est des perspectives de court ou de moyen terme à nos étudiants, à nos collègues aussi, parce que évidemment pour le plus long terme c'est extrêmement difficile de savoir. C'est vrai que les étudiants sont là pour acquérir des connaissances, des compétences, avant tout pour eux, pour leur développement personnel, leur développement intellectuel, pour obtenir aussi un diplôme qui leur permettra ensuite notamment d'avoir accès à un emploi. Après, quelles sont les perspectives d'emploi? Oui, voilà, mais c'est la question que je me posais. Oui. Malgré le plaisir de se retrouver ici, on le sent, mais est-ce qu'il n'y a pas malgré tout du découragement, autant chez les enseignants que chez les étudiants? Ici, vous formez les sachants et les structurants de demain.
Pour quel pays, du coup? Oui, tout à fait. Alors, il y a l'aspect insertion professionnelle qui nous interroge, qui interroge tout le monde. Je pense que tous nos étudiants n'ont pas non plus la perspective, vous n'avez pas la perspective de faire leur vie d'adulte en Nouvelle-Calédonie, et ça, on le voit depuis plusieurs années. Alors, sans doute que la situation qui a été créée va encore empirer ce phénomène, mais beaucoup d'étudiants qui, après leurs études à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, poursuivent dans l'Hexagone ne reviennent pas et reviennent de moins en moins. Ouais. Et la fuite des cerveaux. Oui, je pense qu'on peut presque parler de ça, parce que en fait, les perspectives et puis l'envie, il faut leur donner envie de revenir en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et ça fait déjà quand même quelques années que la situation est tendue, que la conjoncture économique n'est pas aussi bonne qu'elle a été sur les 20 dernières années. Il faut avoir conscience de ça. Donc c'est vrai que nos étudiants reviennent moins qu'ils ne le faisaient avant. Donc même si des modalités, des mécanismes sont mis en place pour essayer de les faire revenir, de maintenir le lien avec la Nouvelle-Calédonie pour les faire revenir pour des stages, travailler sur des projets. On sait que quand même, malheureusement, beaucoup ne reviennent pas. Et sans doute que ce phénomène va s'accentuer. Mais surtout, je crois qu'au-delà du diplôme, du métier que nous permettra d'exercer ce diplôme et de cette insertion professionnelle qui est tout incertaine aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, le rôle de l'université, le rôle de l'éducation de façon générale, je pense, va au-delà. Une société a besoin de personnes qui soient en mesure de réfléchir, des personnes qui ont des connaissances, qui ont du savoir, qui ont une capacité de réflexion, qui ont une capacité à prendre de la hauteur, à prendre du recul pour analyser les choses. Et ça va au-delà, on va dire les habilités que permet l'éducation et l'instruction vont au-delà du métier ou de l'insertion professionnelle. Ils inondent toute notre vie. L'éducation a des effets sur notre engagement. C'est les études qui l'ont montré, ce n'est pas moi qui l'invente. Mais l'éducation, de façon générale, a des conséquences, a des impacts sur notre engagement sociétal, sur notre capacité à faire face à l'adversité, sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre satisfaction dans la vie, sur l'image qu'on a de soi-même. Tout ça, c'est extrêmement important et la Nouvelle-Calédonie a plus que jamais besoin de ça aujourd'hui. Donc, même si on peut se dire en termes d'insertion professionnelle, effectivement, les perspectives pour l'instant, en tout cas, sont assez difficiles à identifier ou en tout cas à quantifier, je pense que l'éducation, le savoir, la connaissance va au-delà de tout ça. Et la Nouvelle-Calédonie a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Et c'est le message que j'ai essayé de passer à la reprise en présentiel dans les amphis aussi aux étudiants, en leur disant si vous cherchez votre place, parce que je pense qu'on est tous dans une situation où on cherche un peu notre place, on se remet en question, on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pour en être arrivé là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Les étudiants, nos jeunes, à qui on doit quand même un avenir, une société dans laquelle ils pourront s'épanouir, je pense que la meilleure place, en tout cas, à laquelle ils peuvent être aujourd'hui, c'est dans leurs études. C'est dans cette voie qu'ils ont choisie, la voie universitaire, de pouvoir s'élever, si on peut le dire comme ça, en tout cas s'élever en matière de connaissances et de compréhension du monde dans lequel ils sont. Et on le dit souvent, l'éducation est une arme de destruction massive contre le désespoir. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Même si parler d'armes, c'est un vocabulaire que j'aime pas beaucoup, mais je crois que c'est quand même important de le dire. Contre la colère, contre le désœuvrement, l'éducation est le meilleur. On ne parle pas d'armes, de remèdes en tout cas. Vous êtes professeur d'économie. Le pays qui était déjà en grande difficulté budgétaire est maintenant en ruine. Tout le monde s'accorde à le dire désormais. 50 000 personnes, presque un cinquième de la population, vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. À quoi doit-on s'attendre face à un tel effondrement ? Parce que c'est un cas d'école quasiment. Oui, une forcément, économie qui s'effondre. Une paupérisation de la population et bien sûr de la population qui est déjà la plus vulnérable, donc de la jeunesse, des femmes, des personnes en situation déjà difficile. Moi, je pense en particulier à nos étudiants. On sait que la population étudiante est une population particulièrement vulnérable.
Donc effectivement, on va s'attendre à une grande précarisation, une paupérisation de la population. Pouvoir le mesurer, c'est sans doute un peu difficile aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Surtout parce que les perspectives et l'espoir de voir quelque chose au bout du tunnel sont pour l'instant très faibles. Donc c'est difficile, je pense, d'en dire plus à ce stade. Oui, parce qu'on essaie de se projeter dans les perspectives d'une vie en Nouvelle-Calédonie avec une économie. Parce que l'économie, ça consiste pas juste à faire de l'argent, ça entraîne beaucoup d'autres choses dans le vivre ensemble. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être aussi parce que bon, on cherche les causes de tout ce qui s'est passé rationnellement. On a besoin de se trouver des explications pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Mais je pense que c'est aussi important de regarder vers l'avenir et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu arranger la situation ainsi créée. Et sans doute réfléchir à une économie plus inclusive. C'est quelque chose auquel il va vraiment falloir se pencher, même si ce n'est pas le meilleur contexte pour le faire. On sait que ce n'est pas en contexte de grandes difficultés que toutes les politiques d'inclusion, de redistribution sont les plus faciles à mener. Quand il n'y a pas d'argent, c'est difficile de faire de la redistribution. Mais pourtant, sans ça, on ne s'en sortira pas. La crise, elle est politique, évidemment, mais bon, tout le monde le dit, elle est aussi économique et sociale. Oui, c'est justement là-dessus que je voulais vous interroger, parce qu'on a souvent entendu ça durant nos interviews, que c'était aussi, surtout, une crise sociale, sociétale. On a entendu souvent parler d'inégalité. Vous avez travaillé, vous, sur le sujet que valent les politiques publiques en matière de réduction des inégalités. Et en l'occurrence, je pense, que vaut l'accord de Nouméa sur cette question-là, ces 20 dernières années? Alors, quand on regarde le bilan qui a été fait de l'accord de Nouméa, tous les voyants sont en vert. C'est ça qui est très étonnant, c'est-à-dire que quand on l'a fait il y a quelques années, moi le premier pour avoir couvert ces sujets-là, j'étais bon, c'est pas top, mais franchement, plein de choses ont été faites, ne vous alarmez pas trop, ça va. Pardon de vous avoir coupé, mais oui, effectivement, c'était encore ça il y a quelques années. Beaucoup de choses ont été faites. C'est clair, c'est indéniable, les progrès qui ont été faits, parce qu'on parle de l'accord de Nouméa, mais avant ça, l'accord de Matignon, les accords de Matignon-Oudinot avaient également inscrit le rééquilibrage au cœur de l'accord et du projet. Beaucoup a été fait, beaucoup a été investi, des établissements scolaires, des établissements, on va dire, utiles et voilà, qui ont contribué au rééquilibrage, ont été, c'est indéniable. Les inégalités d'accès à l'éducation, à l'emploi ont été réduites, mais elles sont toujours extrêmement élevées. On est parti de tellement loin que même en réduisant beaucoup, on arrive quand même aujourd'hui, après 30 ou 40 ans, à des niveaux d'inégalité qui sont toujours très, très forts. Très marqués. Très marqués. Et puis, en fait, je pense qu'il y a aussi peut-être une différence entre ce qu'on voit sur le papier et la réalité. C'est-à-dire que sur le papier, effectivement, on a construit des établissements. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des politiques éducatives en lien avec l'éducation et l'accès à l'emploi. Donc on voit des lycées d'enseignement général, d'enseignement professionnel, d'enseignement technologique qui maintenant couvrent presque l'intégralité du territoire, les îles, la côte est, etc. Des écoles primaires, des collèges de proximité, voilà. Pareil sur l'enseignement des langues kanak, mes collègues en parleront mieux que moi, mais sur le papier, c'est fait, c'est intégré dans les programmes, il y a l'enseignement de la culture kanak dans l'enseignement primaire, secondaire, donc on a coché la case. Quand on regarde ce qui se passe réellement, et d'un aspect plus qualitatif que quantitatif, ok, ça a été fait, mais c'est peut-être pas suffisamment bien fait. Et je pense que c'est ça aussi le message qu'il faut entendre aujourd'hui, parce que, bon, évidemment, on se pose la question de notre part de responsabilité. Et sans doute que ça n'a pas été suffisamment fait. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie est inscrite au programme scolaire, mais a été intégrée au programme éducatif, mais elle n'est pas réellement enseignée, ou elle n'est peut-être pas suffisamment enseignée. Je le vois chez les étudiants qui arrivent à l'université. Ils ne connaissent pas le préambule de l'accord de Nouméa, ils ne connaissent pas leur histoire. Donc
Je pense que même si sur le papier, beaucoup a été fait, dans la réalité, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Je pense que c'est... Alors, encore une fois, toujours, on essaie de se trouver des explications, mais ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit, ce désœuvrement, cette colère vis-à-vis de l'institution et aussi de l'institution scolaire. Hein. On peut se scandaliser par le fait d'incendier des écoles, mais il faut l'observer, il faut le regarder, et puis il faut peut-être essayer de le comprendre pour que ça ne se reproduise plus. Et que, alors c'est du long terme, hein, les politiques éducatives, c'est des politiques qui se mènent sur un très long terme. Ouais. Ce n'est pas le temps d'un mandat électoral. Bien sûr. Donc c'est vraiment un investissement dans l'avenir, un investissement dans les générations à venir. Et je pense qu'on a vraiment à s'interroger sur ça, sur ce qu'on peut faire mieux, ce qu'on doit faire mieux, je pense, pour que pas se retrouver dans cette situation. Alors on a besoin d'espoir aussi, hein, de voir de l'espoir au bout du tunnel. Et puis ce qui pourrait nous donner de l'espoir, c'est qu'à un moment, effectivement, des personnes suffisamment, j'ai envie de dire, responsables, acceptent de s'asseoir autour d'une table et puis nous amènent vers des négociations, vers un accord, vers quelque chose qui nous donne de l'espoir et se disent oui, c'est encore possible. Ce à quoi on croyait il y a encore quelques semaines, quelques mois, est encore possible en Nouvelle-Calédonie. C'est difficile de l'imaginer aujourd'hui. Oui, déjà qu'on constate à rebours que, semble-t-il, on a échoué à faire société, polarisé comme les esprits le sont aujourd'hui, c'est sûr qu'on a du mal à se projeter. Mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, puisqu'on a interviewé également Samuel Gorouna au campus de Koné, et qui nous confirmait qu'effectivement, oui, sur le papier, on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, que quand en l'occurrence on passe de 1% à 6% de diplômés dans la communauté kanak, oui, on peut écrire qu'on a eu 6 fois plus de diplômés de là où on partait, mais qu'effectivement, sous la surface, la plaque était quand même très fine et que notamment sur les accès aux grandes études, aux études supérieures, finalement, la communauté océanienne était largement en retard sur la communauté européenne. Oui, il l'est toujours, et c'est quelque chose qui malheureusement se construit dans le parcours scolaire. Et effectivement, l'école de la République, qui est ce lieu d'égalité des chances, d'égal accès à toutes et à tous, à l'éducation, à l'enseignement. En fait, en Nouvelle-Calédonie, encore plus qu'en France d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on a pu montrer dans nos études, en fait, accentue les inégalités. Et des enfants qui arrivent dans le système scolaire avec des acquis qui sont évidemment pas tous les mêmes, mais des acquis quand on a 3 ans et qu'on entre dans le système scolaire, à la maternelle, on a à peu près tous les mêmes acquis. En fait, l'école qui devrait accompagner tout le monde de la même façon et puis peut-être offrir plus à ceux qui ont des acquis plus faibles au départ, en fait, elle accentue tout au long du cursus ces inégalités et la sélection qui est faite implicitement entre les écoles, entre les filières, dans les orientations, conduit au bout du circuit, et l'université est au bout de ce circuit, à des inégalités qui sont grandes. Donc, effectivement, l'école est à interroger. Forcément. Oui, parce qu'il y a l'Observatoire de la réussite scolaire, c'est pas très facile d'avoir accès à ces informations-là, mais de ce que moi j'ai réussi à en retirer, c'est qu'on m'a confirmé ce que vous disiez. Non seulement les inégalités se maintiennent, mais pire encore, elles se creusent. Au fur et à mesure du cursus. Tout à fait, au fur et à mesure du cursus, elles se creusent. Ouais. Et j'aimerais revenir sur l'origine de l'université. L'université a été créée à l'issue de l'accord de Nouméa. Donc en 99, avant ça, on avait l'Université française du Pacifique avec un site en Polynésie française, un site en Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa, les signataires de l'accord de Nouméa en 98, au sein d'un accord qui est un accord qui projette la Nouvelle-Calédonie et qui la construit, demandent la création d'une université qui réponde aux besoins spécifiques de formation et de recherche de la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça que l'UNC est née. Et donc elle est identifiée depuis son origine pour accompagner la construction de la Nouvelle-Calédonie, la construction du pays, la construction de la société calédonienne. Elle est identifiée également comme outil du rééquilibrage géographique, rééquilibrage social, rééquilibrage ethnique. Et elle a ce rôle à jouer. Et c'est vrai que dans
les questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui et les responsabilités qu'on a, on se dit oui, il faut continuer plus que jamais à jouer ce rôle de construction du pays, de réduction des inégalités, mais peut-être plus encore et mieux. Et donc, nous aussi, chacun, je pense que la responsabilité, on l'a chacune et chacun à notre niveau, hein, en fonction du rôle ou de la position qu'on exerce aujourd'hui. Et l'université a sûrement aussi beaucoup à faire dans l'accompagnement de l'école primaire et secondaire, parce qu'on forme aussi les enseignants du primaire et du secondaire. C'est une grande responsabilité aussi qu'on a au sein de notre INSPE de former les futurs enseignants. Et puis ensuite, vis-à-vis des étudiants, notre responsabilité vis-à-vis des étudiants qu'on accueille à l'université, même s'ils ont déjà un long passé, ils ont déjà passé 18 ou 15 ans dans l'école quand ils arrivent chez nous. Oui, mais justement, quelle école? Et c'est un peu ça que moi j'entends dans ce que vous nous dites. Peut-être aller être un peu moins, enfin comment dire, peut-être aller vers une école un peu plus calédonienne et un peu moins de la République française. Oui, en tout cas, c'est clair que l'école, moi je ne me sens pas capable de porter un jugement sur l'institution, hein, on dit en tant que telle. Je fais le constat qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui manque. Et effectivement, parmi ce qui manque, je pense, c'est la contextualisation de l'école à la Nouvelle-Calédonie et avoir une école à l'image du pays et de sa diversité, qui reflète son histoire, sa culture, ses langues. Ouais, où chacun se sent... Je parlais tout à l'heure d'économie inclusive, mais une école inclusive, je pense qu'elle est encore à construire, cette école inclusive. Oui, parce que dans l'histoire de France, l'école a eu un rôle immense dans l'affirmation du peuple français début du XXe. Mais elle l'a partout. Hein. Oui, bien sûr, mais... Toutes les communautés, tous les peuples se sont construits autour de l'éducation qu'ils ont eue sur leur histoire et sur leur culture. J'imagine que c'était ça l'enjeu derrière la transformation de l'Université française du Pacifique, transformée en Université de la Nouvelle-Calédonie. C'était pour davantage accompagner la société calédonienne dans son affirmation. Et il y a encore du chemin. Oui, il y a encore du chemin. Enfin, à l'université, mais bon, ce que je dis souvent, finalement, dans la vie d'une personne, les étudiants passent très peu de temps à l'université. Ils y passent 3 ans, parfois 5, parfois quand ils font un doctorat, ils y restent un peu plus longtemps. Mais c'est un tout. Et effectivement, dans ces quelques années qu'ils passent à l'université, l'université est vraiment, elle répond à ses missions, qui sont celles qui lui ont été fixées notamment par l'accord de Nouméa. Alors, l'université est avant tout une université. Et à ce titre, elle répond aux valeurs universelles, internationales des universités, qui sont l'indépendance, l'ouverture intellectuelle, la neutralité. C'est une université française, donc on est régi par le Code de l'éducation qui nous confie des missions de formation, d'insertion professionnelle, de recherche et d'innovation. Mais en plus, on a ces missions qui nous ont été confiées par l'accord de Nouméa. L'université est citée en plusieurs articles de l'accord de Nouméa, et notamment sur ce besoin de formation et de recherche adaptée à la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce qu'on fait dans toutes nos formations, même quand ce sont des formations, on va dire, généralistes. On a toujours une adaptation au contexte calédonien, en plus des cours qui sont spécifiquement dédiés au droit calédonien, à son histoire, à sa biodiversité, à son économie, etc. Très bien. Et c'est la même chose également pour la recherche qui est menée ici. Tous les chercheurs, tous les enseignants-chercheurs à l'université travaillent sur la Nouvelle-Calédonie et donc contribue à cette production de connaissances sur la Nouvelle-Calédonie qui n'existerait pas s'il n'y avait pas d'université ici. Merci pour toutes vos réponses. En conclusion, quel message vous aimeriez adresser aux habitants de la Nouvelle-Calédonie et quelles réflexions, quelles idées vous pourriez nous confier pour l'avenir? C'est difficile, hein. Parce que les habitants de la Nouvelle-Calédonie, on est presque 300 000 avec 300 000 situations différentes.
C'est un message de courage à beaucoup de Calédoniens, hein, de courage au quotidien pour traverser ce que nous avons à traverser et puis affronter ce qui est devant nous. Parce que je pense que les impacts de cette crise se ressentiront encore, ou sont même à venir, hein, pour beaucoup d'entre eux, et les plus difficiles sans doute, les impacts les plus négatifs. Donc un message de courage. Et puis, moi j'aimerais, au sein de toute la population calédonienne, peut-être plus spécifiquement m'adresser à nos étudiants, parce que c'est à eux qu'on confiera ce pays. Ils ont un rôle extrêmement important, à jouer. Alors c'est pas pour les charger et leur mettre une grosse responsabilité sur le dos, hein, c'est pas pour ça, mais c'est aussi pour leur dire d'essayer de faire les meilleurs choix dans les décisions qu'ils auront à prendre pour eux personnellement d'abord. Mais je pense qu'en prenant les meilleures décisions, et notamment en faisant ce choix des études, c'est aussi pour enrichir la Nouvelle-Calédonie, et elle a besoin de ça. Donc vraiment un appel à la poursuite des études et des cursus dans lesquels ils sont engagés, de ne pas renoncer, même si c'est sans doute très difficile, hein, au vu de la situation, mais de ne pas renoncer, de tenir bon. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Catherine Riss, merci.